Bienvenue dans Pulsar, le hors-série. De l'Antarctique à l'Himalaya, en passant par les Alpes françaises, Bruno Jourdain fait partie de ces scientifiques qui bravent les milieux extrêmes pour tenter de mieux les comprendre. Ces neiges éternelles, aujourd'hui en sursis, recouvrent un trésor unique, un patrimoine universel, une fenêtre nous permettant de remonter dans le temps. Après plus de 20 ans d'expéditions scientifiques en milieu extrême, Bruno a participé en 2017 à une expédition dans les Andes boliviennes, à quelques foulées du sommet de l'Illimani. Avec ses collègues et amis de l'Institut des géosciences de l'environnement et une équipe internationale, ils sont restés 15 jours à plus de 6400 mètres d'altitude pour extraire de précieuses carottes de glace qui contiennent la mémoire de l'environnement et des climats passés sur des milliers d'années. Dans un contexte de réchauffement climatique, cette expédition a été menée dans le cadre du projet Ice Memory, soutenu par la Fondation Université Grenoble-Alpes, qui a pour objectif de préserver la glace des glaciers en danger avant qu'elle ne fonde, dispersant ainsi et à jamais la mémoire universelle qu'elle contient. Au-delà du défi physique, Bruno nous livre un récit de rencontres et d'amitié avec les habitants du petit village de Pinaya, mais également avec la Pachamama, cette déesse sans temple qui s'honore du sommet des montagnes et dont l'humeur peut être aussi généreuse que dangereuse. En fait, moi j'ai toujours fait, depuis que je suis gamin, j'ai fait de la montagne. J'ai toujours été vraiment attiré par la nature en général et la montagne en particulier. Mes parents faisaient du ski de rando. Très tôt, j'ai voulu faire du ski de rando avec eux et j'ai pu les suivre assez rapidement. Et j'ai aussi toujours été fasciné par le monde des pôles, sans les connaître. Quand j'étais gamin, le pôle, ça me faisait rêver. J'ai eu la chance au cours de mes études d'apprendre que je pouvais aller passer un an en Antarctique pour aller bosser, pour faire de la science en fait sur ce terrain qui était mon rêve. Et c'est là que j'ai mis les pieds dedans en fait. J'ai débarqué dans le milieu de la glaciologie et après je l'ai quasiment plus quitté. Et donc là on va parler d'une mission que j'ai eu la chance d'effectuer en 2017 en Bolivie sur un sommet qui s'appelle l'Illimani, qui culmine à un peu plus de 6000 mètres, à 6400 mètres. Et cette mission, en fait, elle s'insérait dans le cadre d'un projet qui a été initié en 2015, qui consiste à aller chercher de la glace sur des glaciers qui sont amenés à disparaître dans le cadre du réchauffement climatique. Et donc l'idée, c'est que des glaciologues aillent chercher de la glace à une époque où elle est encore disponible pour faire des analyses qui nous permettent d'avoir des informations sur les climats passés, et que cette glace, une partie soit analysée avec les techniques qu'on connaît actuellement, et une autre partie, elle soit mise dans un sanctuaire pour la conserver pour les générations futures. Et avec l'idée que peut-être dans 50 ans, 100 ans ou plus, des chercheurs seront capables d'aller chercher des informations dans cette glace qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Mais ça peut être aussi des idées qu'on n'a pas actuellement. Que actuellement, on a une certaine manière de raisonner, on pense à des choses. Et peut-être que dans 100 ans, des chercheurs auront d'autres idées pour aller chercher des choses qu'on n'imagine même pas qu'on peut trouver actuellement dans la glace. Notamment des aspects biologiques où pour l'instant on n'a pas les moyens d'aller chercher des traces biologiques dans cette glace, et peut-être que dans quelques dizaines d'années, des moyens existeront qui permettront de faire ça. Alors l'Illimani, c'était la deuxième mission dans le cadre de ce projet Ice Memory. On avait déjà fait une première mission en 2016, à l'été 2016, au col du Dôme, qui est un glacier qui est juste sous le sommet du Mont Blanc, donc dans les Alpes françaises. Et c'était la première mission de Ice Memory qui avait permis de récupérer 3 carottes de glace. Alors là, sur l'Illimani, l'objectif c'était, comme pour le col du Dôme, d'aller chercher 3 carottes de glace. Donc on était au col qui est entre les sommets de l'Illimani, donc à 6300 mètres d'altitude, sur un glacier, une zone qui est à peu près plate, donc qui n'est pas perturbée par un écoulement de la glace, donc qui est assez facile à dater. Il y a déjà eu des forages qui avaient été faits par le passé sur ce site, donc il était connu, et on sait que la glace permet de remonter jusqu'à 18 000 ans en arrière. Il y a 18 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire, et donc avec ces carottes de glace de l'Illimani, on aurait toute la période qu'on appelle l'Holocène, qui est la dernière période chaude qui a suivi ce dernier maximum glaciaire.
En fait, pour choisir un site de forage, il y a pas mal de contraintes qu'il faut respecter pour que... On peut forer partout, hein, sur n'importe quelle montagne ou un glacier, on peut aller forer. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ces carottes qu'on va sortir, elles soient exploitables. Ça veut dire qu'on soit capable de les dater de manière précise pour que les informations qu'on va pouvoir en ressortir, on puisse les transcrire en termes d'évolution des climats passés ou des atmosphères passées. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans une zone où la glace elle est froide. C'est-à-dire qu'une glace froide, c'est une glace qui est à température inférieure à 0 à peu près tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonte. S'il y a de la fonte sur un glacier, l'eau va percoler dans la glace et ça va mélanger en fait les espèces chimiques et donc ça va perturber complètement le signal qu'on va pouvoir récupérer dans nos carottes. Donc ça, c'est la première contrainte. Donc une glace froide, en fait, plus on va monter en altitude, plus on va être froid. Après, ça dépend de la latitude où on est. Dans les Alpes, à 4400 mètres, on a une glace froide. Dans les Andes, en Bolivie, à 4400 mètres, il y a des pâturages avec des lamas qui broutent. Donc, parce qu'on est une latitude qui est sous les tropiques. Donc il va falloir qu'on monte beaucoup plus haut, au-delà de 6000 mètres, pour trouver des glaces qui seront froides. Et donc il y a plusieurs sommets en Bolivie qui dépassent 6000 mètres, dans les Andes en général. Et une deuxième contrainte, c'est qu'il faut que la glace ne soit pas perturbée par un écoulement. En fait, un glacier, c'est quoi? C'est une masse solide, c'est de l'eau gelée qui paraît être un solide, mais en fait, c'est un solide qui peut se déformer, et notamment sous l'effet de la pente, du poids de la glace qui est au-dessus. Les glaciers vont s'écouler dans les vallées. Et si on est dans une zone où il y a un écoulement qui est important et qu'on va forer à un endroit particulier, en fait, la glace qu'on va trouver en surface et la glace qu'on va trouver en profondeur n'aura pas la même origine. La glace qu'on va trouver en profondeur viendra d'un endroit qui sera plus élevé dans la montagne. Et du coup, on aura un signal qui sera extrêmement difficile à interpréter. Donc il faut un site où il y ait très peu d'écoulement. Donc en général, c'est soit un sommet qui est à peu près plat, soit un col où on ne sera pas perturbé par l'écoulement de la glace. Et donc l'Illimani présente juste en dessous du sommet un grand col à 6300 mètres qui est très plat, avec une épaisseur de glace conséquente qui permet de remonter loin dans le passé. Et voilà, ça fait des caractéristiques qui sont appropriées. Passer 15 jours là-haut, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, parce qu'on est quand même coupé du monde, on est dans un milieu qui est hostile, qui est très froid, il y a le vent, il n'y a que de la glace tout autour. Mais en même temps, c'est un endroit qui est magnifique. On est à plus de 6000 mètres. On voit toute la chaîne, la cordillère blanche, les différents sommets à 6000 qui sont en enfilade. On est juste à côté de la ville de La Paz. Donc la nuit, on voit toutes ces lumières de cette ville qui est immense. On était juste 100 mètres en dessous du sommet de l'Illimani. Donc moi, je suis monté 3 fois après le boulot au sommet. Et notamment une fois où je suis monté avec Xavier, c'était la pleine lune. Donc on est parti après manger. Et en fait, quand il y a pleine lune sur la neige, on n'a pas besoin de lampe, c'est tout simplement magnifique. Et on est monté au sommet. Et j'avais fait attention de bien laisser une lumière dans les tentes messes. Et en fait, on s'est retrouvé au sommet de l'Illimani. Donc au-dessus, il n'y a plus rien, quoi. Devant nous, il y a toute la plaine de l'Amazonie avec sa mer de nuages. Et de l'autre côté, il y avait toutes les lumières de la ville de La Paz, la lune au-dessus, et notre camp éclairé sur le col où on faisait le forage. C'était vraiment un moment qui était incroyable. Alors la mission du forage à l'Illimani donc, a été mise en place par la fondation Ice Memory et dans un contexte international puisque en fait il y avait des scientifiques français, mais il y avait également avec nous des scientifiques russes, il y avait un scientifique brésilien et puis bien sûr des scientifiques boliviens. Et en fait l'équipe qui a été montée pour ce projet ressemblait beaucoup à l'équipe qui avait fait le premier forage au Mont Blanc l'année d'avant. Et c'est un forage qui avait très bien marché. Il y avait une très bonne entente
entre les différentes personnes sur place, ce qui est important dans le cadre de ces missions qui sont quand même difficiles. Hein. On est dans un milieu qui est assez hostile, qui est froid, il y a la difficulté liée à l'altitude. Donc avoir une équipe qui se connaît bien, c'est déjà important. Et donc c'est pour ça que moi j'ai participé à ce projet. Hein. Je ne suis pas impliqué dans la science qui va être faite sur ces carottes, mais par contre ça fait très longtemps, plus de 20 ans que je fais des expéditions dans des milieux assez hostiles et isolés, que ce soit au niveau polaire ou en haute montagne. J'ai participé à beaucoup de campagnes de forage, et donc j'ai une expérience qui était intéressante pour participer à ce projet. Et jusqu'ici, j'ai bien répondu aussi, mon corps a bien répondu à l'altitude, parce qu'il y avait quand même une grosse incertitude sur le fait d'être capable de rester 2 semaines à 6400 mètres. Alors moi-même, j'étais jamais allé à 6400, hein, j'étais allé plusieurs fois à proximité de 6000 mètres, et je ne savais pas si j'allais être capable de tenir. Il y a une chose, en fait, monter à 6000 mètres et redescendre dans la foulée, et puis c'est complètement différent d'y monter et d'y rester pour s'installer sur un camp. Donc on a bénéficié pour l'organisation du fait que Patrick Ginaud, qui est le chef d'expédition, était à l'époque en expatriation en Bolivie. Donc il avait beaucoup de contacts avec les chercheurs sur place, mais également pour organiser la logistique, c'était un gros avantage. Et donc cette expédition, elle s'est planifiée très rapidement à la suite du forage au Mont Blanc. Donc elle était programmée pour mai-juin 2017. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'on envoie le matériel plusieurs mois à l'avance. Donc, si je me souviens bien, les containers ont quitté Grenoble au début du mois de janvier 2017 pour rejoindre La Paz. Et toute l'équipe s'est retrouvée sur place au début du mois de mai 2017, où on a donc dépoté les containers, on a commencé à vérifier l'état du matériel, on a monté le carottier dans un local de l'université de Bolivie. Et puis ensuite, on a commencé à répartir les charges et organiser le déroulé de la mission sur place. Donc l'idée, c'était que d'abord, il y a une phase d'acclimatation, puisqu'en fait, on ne va pas comme ça très rapidement à 6000 mètres sans se préparer. Donc on a d'abord eu pendant 15 jours, on est monté progressivement en altitude. Alors d'abord en allant passer quelques jours sur le salar d'Uyuni, qui est aux alentours de 4000 mètres d'altitude. Et on a commencé à monter un petit peu sur des petites bosses pour commencer à acclimater les organismes. Ensuite, on allait passer une nuit à 5002 dans un observatoire qui étudie la chimie de la pollution atmosphérique à Chacaltaya, qui est un petit peu au-dessus de La Paz. Donc là, on a passé plus de 24 heures au-dessus de 5000 mètres. Et on n'a pas bien dormi. Après, moi avec quelques autres, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire un premier sommet qui est assez classique, qui s'appelle le Huayna Potosí, qui est à un peu plus de 6000 mètres. Donc c'était à nouveau une nouvelle approche de l'altitude. Et puis après, l'idée c'était qu'on soit transféré sur le camp de base de l'Illimani. Donc c'est des prairies de pâturage qui sont à 4500 mètres au pied de la montagne, où là on est arrivé avec tout le matériel, où on a commencé à... D'abord, on a installé un campement au niveau de la base, et puis on a commencé à préparer les charges pour que ces charges soient acheminées au sommet de la montagne. Dans les Alpes, on ne s'embête pas, en fait. On a une logistique héliportée, et en quelques minutes, l'hélicoptère monte des charges jusqu'au site de forage. En Bolivie, il n'y a pas d'hélicoptère, ou il y en a très peu, et monter des charges à 6000 mètres, en fait, l'hélicoptère ne pourrait pas porter énormément. Et donc, on a fonctionné comme ça se fait localement avec des porteurs boliviens. Donc, tout le matériel qu'on a dû porter au sommet, qui représentait à peu près 1 tonne, a dû être porté à dos d'homme avec des charges qui, normalement, ne devaient pas dépasser 20 kg. Donc, on a dû séparer tout notre matériel en plein de petites charges d'une vingtaine de kilos, qui étaient d'abord acheminées à un camp qu'on appelle un camp d'altitude, au nid du Condor, à 5500 mètres. Et puis de là, après on prenait pied sur le glacier qui nous permettait d'atteindre le site de forage à 6300 mètres. Bueno. Hola. Oh, muy bueno.
Alors, pour toute la logistique avec les porteurs, donc ça c'est Patrick Ginot qui avait géré avec ses connaissances sur place. En fait, on avait deux types de porteurs. On avait d'une part des porteurs qu'on appelait des porteurs d'altitude. C'est ceux qui allaient nous acheminer le matériel sur la partie glaciaire, entre le camp d'altitude à 5500 mètres et le site de forage à 6300 mètres. Donc ces personnes-là, c'était des gens des Boliviens, mais qui étaient habitués à la montagne. En général, c'était des gens qui travaillent comme guides pendant la saison touristique pour amener des touristes sur les montagnes. Donc des personnes qui avaient une bonne connaissance de la montagne, un équipement assez bon, c'est-à-dire des chaussures d'alpinisme, des vêtements chauds, et voilà, qui étaient habitués à aller sur ces lieux-là. Alors au début, c'est eux qui ont monté les charges au camp intermédiaire, et puis après, ils sont restés au camp intermédiaire et ils faisaient les rotations entre le camp intermédiaire et le sommet pour monter le matériel jusqu'au sommet, mais également pour redescendre les carottes qu'on sortait du glacier entre le sommet et puis le camp intermédiaire. Et il y avait également d'autres porteurs qui, du coup, faisaient les portages entre le camp de base et le camp intermédiaire, pour lesquels il n'y a pas de glacier. Alors, il y a quelques passages un petit peu délicats, où il faut mettre un petit peu les mains. Alors, ce pas des passages qui sont très difficiles en soi, mais quand on a une charge de 20 kg sur le dos, il ne faut quand même pas tomber. Donc, les premiers jours, il y a des guides boliviens qui avaient équipé ces quelques passages rocheux avec des cordes fixes, de manière à ce que les porteurs puissent se tenir et ne pas dévaler. Et du coup, là, on faisait appel à des gens du village de Pinaya, qui est le village qui est au pied de la montagne, qui tous les jours venaient au camp de base. Il y a à peu près 1 heure de marche entre le village de Pinaya et le camp de base où on était. Se faisaient enregistrer. Donc on avait quelqu'un en bas qui tenait un registre avec les noms de tous les villageois qui venaient porter, des hommes comme des femmes. Et ces gens-là montaient des charges au camp intermédiaire. Et puis, quand on avait commencé le forage, en fait, ils montaient la nuit et ils descendaient à 4 heures du matin. Ils étaient au camp intermédiaire. Ils récupéraient les carottes que les porteurs d'altitude étaient venus chercher au sommet et ils les descendaient jusqu'au camp de base où des véhicules 4x4 de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, attendaient pour les emmener à la capitale La Paz dans un conteneur frigorifique. Donc en fait, il y a toute une logistique qui s'est mise en place où les gens du village, alors qui étaient habillés comme ils sont habillés sur place, il y a des gens qui montaient en sandales, il y a des gens qui montaient en bottes de caoutchouc, certains avaient des baskets. Mais c'est là où j'ai quand même vu des choses qui m'ont vraiment étonné parce que donc on avait des systèmes de portage comme on porte chez nous, c'est des gros sacs à dos, on avait des clés de portage pour fixer du matériel. Et en fait, j'ai souvenir d'avoir vu le dernier jour là arriver une maman avec 2 sacs à dos, mais qui ne portait pas sur ses épaules, mais qui a porté dans le tissu traditionnel de portage, appuyé sur son front. Et je me souviens que cette image, ça avait beaucoup amusé de voir qu'en fait, avec notre technologie, on n'est pas du tout adapté à ce qu'ils savent faire. Il y a eu quelques petits bobos, notamment Nicolas qui était au camp intermédiaire, là, qui, une fois, il y a un porteur qui se plaignait qu'il avait mal au pied, et du coup, il a regardé son pied et il s'est rendu compte qu'il était en sang. Donc, il lui a soigné, et en fait, quand les autres porteurs ont vu ça, il y en a 3-4 qui sont venus, et il s'est rendu compte il y a plein de ces gars qui avaient super mal au pied, mais qui disaient rien, quoi. Donc, il a soigné ces porteurs-là. Mais voilà, il y a eu des petits bobos, mais il n'y a pas eu d'accident. Les villageois, ils venaient quand ils pouvaient. C'est-à-dire qu'en même temps, ils faisaient les travaux des champs, ils entretenaient les bêtes. Donc en fait, il y a eu une énorme rotation et il y avait bien 60 personnes, je crois, qui sont intervenues. Et à chaque passage, on notait la charge que les personnes avaient portée, leur nom. Et à la fin du projet, du programme, on a fait une petite cérémonie où chacun a été payé pour son portage. En termes de salaire, je sais que pour les porteurs d'altitude, c'était donc eux, ils ont eu un contrat pendant 1 mois fixe et c'était beaucoup plus intéressant que de faire leur travail habituel de guide où c'est soumis aux conditions météo et donc c'est pour ça qu'on n'a eu pas eu de mal à les recruter. Pour les villageois, je ne saurais pas dire, mais je pense que c'était très intéressant par rapport à ceux qui gagnent à côté. C'est même arrivé qu'il y ait des petites anecdotes, mais la personne qui notait les noms des porteurs se retrouve avec quelqu'un qui était visiblement très jeune et qui n'avait pas du tout l'âge. On avait fixé l'âge limite à 18 ans. Et
En fait, il y a visiblement des jeunes qui venaient également faire des portages avec une fausse carte d'identité. Donc des fois, quand ils arrivaient en avance, quand ils étaient vraiment trop jeunes, on leur disait non, et puis des fois, ils portaient quand même. Donc l'Illimani, c'est une des montagnes les plus hautes de Bolivie, mais comme la plupart des montagnes dans les Andes, en fait, ces montagnes, c'est aussi des personnages sacrés. Et on ne peut pas aller sur une montagne et faire ce qu'on veut sans toucher à la terre-mère, en fait. La Pachamama, comme ils appellent. Et donc, pour pouvoir aller forer à l'Illimani, Patrick a pris contact avec les autorités du village de Pinaya, qui est le village juste en dessous. Donc, avec quelques collègues, ils sont allés les rencontrer pour leur exposer le projet. Pourquoi est-ce que c'était important pour les générations futures, pour la connaissance sur le climat. Et donc, ils ont discuté avec eux pour obtenir leur autorisation d'accéder à la montagne, d'une part, et puis d'aller prélever une partie de cette montagne. Ces carottes de glace, finalement, c'est une partie de la montagne qu'on enlevait. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont été reçus par le conseil municipal du village, par la maire du village, et tous les habitants qui étaient là. Et donc, les habitants se sont concertés, le conseil municipal s'est concerté, et ils ont convenu un accord qui nous laisserait aller sur la montagne, qu'ils ouvriraient la route qui permettait d'aller au camp de base, mais qu'en échange, il fallait qu'on leur offre 72 chaises pour faciliter leur réunion du village. Donc à la fin du forage, Patrick est retourné avec 72 chaises en plastique attachées sur le sommet de son 4x4 pour les donner au village de Pinaya. Pachamama, c'est un être qui est bienveillant, mais c'est aussi quelqu'un que si on ne fait pas les choses comme il faut, elle peut se fâcher. Il a fallu d'une certaine manière, qu'on négocie avec Pachamama. Donc pour attirer sa bienveillance, il y a le sorcier du village de Pinaya, qui était aussi un de nos porteurs d'altitude, qui a organisé une cérémonie d'offrande à la montagne. Donc pour ça, on s'est regroupés. Alors le cérémonial, il est assez complexe, mais en gros, il y a une offrande, moi j'appellerais ça des petites bondieuseries, des petites figurines en plastique ou je sais pas, c'était d'une sorte de bougie. Enfin, il y avait des choses très colorées qu'on offrait. Il y avait des feuilles de coca qu'on mettait sur le paquet qu'on allait offrir à la Pachamama. Et puis il y avait de l'alcool. Donc on avait acheté pas mal d'alcool, de l'alcool très fort, de trucs qui ne devaient pas être loin de 90 degrés. Et donc chacun des membres de l'équipe, les scientifiques comme les porteurs, on est allé sur le site de la cérémonie où il y avait cette offrande qui était préparée au-dessus d'un bûcher. Et à notre tour, on a versé une petite goutte d'alcool dans un bouchon, on a bu un petit peu et puis on a versé le reste sur l'offrande pour la montagne. Et quand on est tous passés, on a allumé le feu et voilà, il y a eu des chants autour de ce feu pour s'attirer la bienveillance de la montagne. Et alors après, c'était assez rigolo parce que quand on est rentré au camp de base, il y avait des guides boliviens qui assuraient la sécurité de l'expédition, enfin la sécurité en particulier des porteurs. Et donc, vu qu'ils devaient monter le lendemain, ils leur ont revu avec eux comment on mettait un baudrier, comment on s'encordait. Et il y avait notre sorcier qui avait un petit peu abusé de l'alcool, qui était fin bourré. Et c'était vraiment un moment hilarant. Il jouait avec son baudrier, il faisait n'importe quoi. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, il avait sa charge de 20 kilos sur le dos avec ses bottes en caoutchouc et qu'il est monté au camp haut sans aucun souci. Et après, donc, on a commencé, une fois que la cérémonie était passée, à envoyer des charges, d'abord au camp d'altitude à 5500 mètres. Donc pendant 3 jours, il y a les porteurs d'altitude qui ont fait des voyages jusqu'à 5500 mètres. Moi, je sais que j'étais monté avec eux une fois pour les accompagner, découvrir le site. Donc j'arrivais à les suivre, mais j'avais pas de sac et eux, ils montaient bien avec leur charge de 20 kilos. Mais c'était déjà une prise de contact très sympa avec eux, où on a commencé à déconner sans vraiment se comprendre, mais il y avait une petite complicité qui s'était déjà installée à ce moment-là.
Et du coup, après ces 3 jours de portage à 5005, en fait, la météo s'est détériorée. On était une année un peu particulière. Normalement, à partir de mi-mai, on est dans la période sèche dans cette région-là des Andes. Et cette année, la période humide a débordé un petit peu. Donc en fait, on n'a pas pu suivre le calendrier qu'on s'était fixé. Et quand on a vu que ça tournait au mauvais temps, ben, on a décidé de retourner se poser quelques jours à La Paz pour récupérer. Et on est revenu au niveau du camp de base que 4 jours plus tard. Et là, la météo semblait s'être un peu stabilisée. Donc dès le lendemain, on est remonté avec les porteurs au camp à 5005. Donc cette fois-ci, on était un certain nombre, on devait être 6 chercheurs à monter avec eux. On a passé la nuit à 5005 et le lendemain, on est monté. Donc on a d'abord préparé les charges, on les a envoyés devant pour qu'ils montent les charges jusqu'à 6300 mètres. Il y avait un des guides boliviens qui était allé faire la trace la veille. Et nous, on a suivi dans la foulée pour monter là-haut. On est arrivé au début d'après-midi sur le site de forage, bien entamé. Donc on avait doublé quand même les porteurs en cours de route, donc ils sont arrivés juste après. Et là, la première chose qu'on a fait, c'est d'installer des tentes de couchage. On avait des tentes de 2. À part Sarah, qui était dans une tente toute seule. Et en fait, c'était une erreur de notre part. Hein, je pense que c'est le fait que c'était une femme, on n'a pas voulu lui imposer quelqu'un de nous pour lui garder son intimité. Mais en fait, c'était pas du tout ce qui était prévu et c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Parce que du coup, il n'y a personne pour se surveiller. Donc, quand on est 2 dans une tente, on peut s'auto-surveiller. Et à un moment, on a été réveillé au cours de la nuit par quelqu'un qui criait. Et le temps que tu réagisses ce qui se passe... et donc là, on a entendu que c'était effectivement Sarah qui criait. Donc on s'est vite habillé, on est sorti. Et en fait, elle est rentrée dans sa tente, elle était assise complètement... en fait, elle avait peur, quoi. Parce qu'elle toussait beaucoup. Et elle avait vraiment la peur de faire un œdème pulmonaire. Parce qu'en fait, on est à très haute altitude, on est vraiment... il y a de gros risques d'avoir un mal aigu des montagnes. Et c'est vrai que ça ça faisait vraiment penser à un symptôme de mal aigu des montagnes qui peut se déclencher pendant les premières heures, mais qui peut aussi se déclencher dans les jours qui suivent. Alors, c'est vrai que là, on était assez inquiets. Donc, on l'a vite fait sortir de sa tente. On était équipés pour ça. Patrick a préparé la bouteille d'oxygène. Moi, j'ai gonflé le caisson hyper bas, de manière à pouvoir la redescendre artificiellement en altitude. 4300. Et en fait, pendant ce temps-là, on a aussi appelé un service. En fait, on avait souscrit pour cette expédition un service d'aide médicale à distance auprès de l'IFREMONT, qui est un organisme qui était basé à Chamonix. Et donc, on a appelé le médecin de l'IFREMONT, Manu Kochi, pour lui demander conseil. Donc on lui a exposé la situation, il a demandé à parler à Sarah, et il a discuté avec elle, il a entendu tousser, il lui a dit « T'inquiète pas, c'est une bronchite d'altitude, c'est pas un mal aigu des montagnes, tu peux retourner te coucher. » Donc voilà, c'est vraiment le spécialiste du mal des montagnes, donc on l'a écouté, on l'a quand même mis un petit peu sous oxygène pour qu'elle respire mieux. Elle est retournée se coucher rassurée, et effectivement il avait raison, c'était pas un mal des montagnes. Et c'est vrai que ce risque de mal des montagnes est toujours présent dans ce genre de mission. La première charge qu'on avait montée, c'était essentiellement le matériel pour installer le camp. Donc le lendemain, on a commencé à faire monter le carottier. Il y avait notamment une pièce du carottier qui faisait plus de 30 kg. Donc là, en fait, c'est 2 porteurs qui se relayaient pour porter cette énorme charge. Je me souviens, moi j'étais redescendu un petit peu devant d'eux pour les voir et c'était assez impressionnant de les voir monter dans les crevasses avec ces charges complètement inhabituelles. Des tubes qui font plus de 3 mètres, il y avait un gros moteur qui était fixé sur une clé de portage. Et du coup, là, on a commencé à installer la tente de forage qui était la même que la tente mess, c'était une grande tente dôme. Et puis on a commencé avec les collègues russes qui connaissent très bien le carottier à l'assembler et à faire les premiers tests. Et je crois qu'à la fin du 3e jour, on a dû commencer à faire les premières carottes. Mais le temps était toujours assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de vent. Et assez rapidement, donc le soir du 4e jour, le temps s'est vraiment dégradé. Le vent a forci, on était au-delà de 100 km/h. Et à un moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire. Donc on était tous réunis dans la tente mess et en fait, on voyait les arceaux de la tente qui se pliaient. On est allé coucher la tente du forage pour éviter qu'elle se fasse embarquer ou qu'elle casse.
On a bien renforcé partout les corps morts qui maintenaient la tente mess, mais en jour du soir, on allait se coucher et le lendemain, la tente était effondrée, des arceaux étaient cassés. Donc là, quand on s'est réveillé le lendemain, voilà, on s'est dit, là, on est en mode survie jusqu'à ce que la tempête s'arrête. Donc on a pu ramper sous la tente mess pour aller récupérer des rations de survie, hein, de la nourriture lyophilisée qu'on avait en sachet. On a fait le tour des tentes, on a distribué les sachets de lyophilisé. Le cuisinier a pu rapatrier un réchaud dans sa tente et donc ils ont fait de l'eau. On avait des thermos. Donc régulièrement, quelqu'un a distribué les thermos dans les tentes. Et puis en gros, on a attendu 24 heures que chacun dans sa tente, dans son sac de couchage, que ça se calme. Parce que de toute façon, on ne pouvait rien faire d'autre. Donc ouais, moi j'ai dû me lever 2 fois pendant ces 24 heures. Donc la première fois, c'était pour aller essayer de récupérer de la bouffe en rampant sous la tente. Et puis la deuxième fois, c'était pour faire un peu le tour des tentes, voir si chacun allait bien. Et bon, de toute façon, dehors, on se faisait tabasser. Et donc on sortait pour aller pisser, quoi. Mais pisser par 100 km/h de vent, c'est pas la joie non plus. Et donc ouais, dans ce cas-là, t'attends, quoi. Mais bon, finalement, c'est assez habituel en haute montagne. Hein. Quand ça s'énerve, tu laisses passer. Et toi, dans ta tente, dans la tente, on risquait rien, tu vois. On avait un minimum de quoi bouffer, on avait de quoi boire, et puis voilà, t'attends que ça se calme, et puis quand ça se calme, tu ressors. Et au bout d'un peu plus de 24 heures, donc le vent a commencé à se calmer, donc on a pu ressortir. La tente mess était vraiment en mauvais état. Donc on a pu remettre remonter la tente de forage qui, elle, on avait suffisamment tôt, on l'avait démontée, donc elle n'avait pas subi. On l'a protégée avec un mur de neige, avec des petits blocs de neige. Et du coup, on a déménagé la cuisine dans la tente de forage et on a pu recommencer dans la journée les activités de forage et puis reprendre une vie à peu près normale. Les premières nuits à 6003 ont été assez compliquées. Elles ont été, je crois, pour tout le monde, plutôt mauvaises. Donc moi, j'avais déjà très mal dormi à 5005. Les 2 premières nuits à 6003, j'ai aussi très mal dormi. En fait, t'es dans ton sac de couchage et t'attends que la nuit elle passe, quoi. Le sommeil vient pas, en fait. T'es pas mal. Moi, jamais eu mal à la tête, mais le sommeil vient pas. Et donc, ça sert à rien de s'énerver. Hein. Faut juste attendre. Et ce qui fait que chaque jour, tu t'affaiblis un petit peu plus, quoi. Et en fait, moi, là-haut, j'avais l'impression d'être une loque. Dire c'est idiot, mais pour aller de ma tente à la tente mess, faut faire un effort, alors qu'elle était à 20 mètres. Le truc chez toi, tu te poses pas de questions, quoi. Tu mets tes bottes, tu sors. Mais là, il fallait sortir de sac de couchage, remettre sa combinaison. On avait amené des combinaisons qu'on utilise en Antarctique pour être bien pour travailler, hein, pour pas avoir froid. Mais voilà, faut s'habiller pour sortir de la tente, faut aller jusque la tente d'à côté. Et en fait, chaque mouvement, c'est un effort. Le camp de base là-haut, j'appelais ça Lockland. On était des locks. Alors ça veut pas dire qu'on bossait pas, hein, parce qu'effectivement les carottes on les a sorties, mais c'est des conditions de travail où on n'est pas dans un état où on serait à 4000 mètres, tu vois. Donc les organismes sont quand même atteints et on arrive à travailler, mais on est, je pense, pas aussi performant que à plus basse altitude. On arrive à rester lucide, c'est dur à dire parce qu'en fait quand on est là-haut on peut pas se juger. Et si tu veux une petite anecdote, le dernier jour, j'étais avec Thomas pour démonter les dernières tentes. Et en fait, au moment de démonter la tente de forage, donc cette grande tente dôme qui fait peut-être 8 mètres de diamètre, on a enlevé tous les piquets autour. Et puis une fois qu'il n'y avait plus de piquets, la tente elle s'est envolée. Et ça on s'est dit, mais oui, en fait quand on démonte une tente, on enlève d'abord les arceaux avant d'enlever les piquets. Et en fait là, il y avait ce gros volume qui avait pris un petit peu de vent. Et là, heureusement que Thomas c'est un rugbyman. S'il s'est jeté dessus, il l'a aplati avant qu'elle dévale dans la pente en dessous, mais il n'aurait pas été là, on aurait perdu la tente dôme. Parce que je pense qu'on n'est pas si lucide que ça non plus. Hein. En bas, on aurait commencé à enlever les arceaux et puis ensuite on a enlevé les piquets. Là-bas, on n'a pas réfléchi comme il fallait, on a enlevé les piquets. Et après, on s'est dit qu'il aurait mieux fallu enlever les arceaux. Et sinon, si je reviens donc au sommet et au forage proprement dit, en fait, forêt, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et extrêmement compliqué. Puisqu'en fait, on a une foreuse, c'est quoi? C'est un tube qui est équipé de couteaux en bas, des couteaux on fait tourner, et ce qui permet de découper la neige et la glace, et d'usiner un cylindre de glace qui va être récupéré à l'intérieur du tube.
Et quand le tube est plein, comme j'ai dit tout à l'heure, on le ressort avec une carotte qui est dedans, on vide la carotte et puis on redescend chercher la suite. Donc il y a plein de types de carottiers qui existent. Nous, on utilise un carottier qui est un peu particulier puisqu'en fait, il faut qu'il soit portable à dos d'homme. Donc c'est un carottier qui a été conçu par un collègue américain et qui doit pouvoir être démonté en pièces qui sont le moins lourdes possible. Donc on a vu la plus lourde, c'est à peu près 30 kg. Et il est alimenté par un groupe électrogène. Donc ça veut dire qu'on a un groupe aussi qui est monté sur place, on a de l'essence pour alimenter ce groupe. Et ensuite, ça consiste juste à faire descendre le carottier dans le trou. Quand on arrive au niveau de la passe qu'on a fini précédemment, on met le carottier en mouvement à l'aide d'un moteur qui est dedans. Il usine sa carotte. Quand c'est plein, on arrête, on remonte. Donc comme ça paraît très simple. Mais en fait, c'est tout plein de petites subtilités qui s'acquièrent avec l'expérience, en fait. Et chaque carottier fonctionne différemment. Et donc, plus on arrive à travailler avec un carottier, mieux on le connaît et mieux on arrive à sentir comment il se comporte. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut être capable de le voir assez vite. Parce que le risque, en fait, dans un forage, c'est qu'à un moment, la tête de carottier reste bloquée au fond et qu'on n'arrive pas à la ressortir. Et dans ce cas-là, on est obligé de laisser le carottier au fond. Le forage est perdu, le carottier est perdu. Et ensuite, pour obtenir des informations sur ces carottes, on peut analyser pas mal de choses. En fait, une carotte, c'est de la neige. Et la neige, c'est de l'eau. Mais en fait, un flocon de neige, c'est pas juste de l'eau. C'est de l'eau et plein d'autres choses qui sont dedans. Pour que le flocon il se forme, il faut déjà qu'il y ait une petite poussière, une particule dans l'atmosphère sur laquelle la vapeur d'eau, les molécules d'eau gazeuse, vont pouvoir condenser pour faire le flocon. Et donc rien qu'avec cette petite particule qui sert au noyau de se former, elle a déjà une composition chimique qui est différente de l'eau. Et cette composition chimique de cette particule dépend de son histoire, de où est-ce qu'elle vient. Si c'est une particule qui vient d'une plante, ça peut être un pollen, on va avoir une information biologique. En fait, chaque particule, de par sa signature chimique, sa composition chimique, a une information qui est spécifique. Et puis le flocon, au cours de sa vie, il va choper d'autres particules, il va choper des gaz, et donc à chaque fois qu'un composé se dépose sur ce cristal de glace, ça vient enrichir sa composition. Et quand le flocon est ramené au niveau du sol, c'est une partie de la composition de l'atmosphère qui, avec lui, est piégée sur le manteau neigeux. Et puis, petit à petit, il y a d'autres couches de neige. Chaque couche de neige s'entasse l'une sur l'autre, et petit à petit, comme ça, on piège à différentes profondeurs une image de l'atmosphère à des âges différents. Après, la neige, c'est aussi un matériau qui est poreux. Quand la neige elle est fraîche, l'air circule à travers. Et petit à petit, plus elle se densifie, plus l'air il a du mal à circuler. Et à un moment, quand la neige se transforme en glace, on a des bulles d'air qui sont piégées dans la matrice de glace. Et si on est capable d'aller rechercher ces bulles d'air qui sont dans les carottes de glace qu'on sort, on a aussi directement accès à des échantillons d'air du passé qu'on peut analyser. Et l'ensemble de ces impuretés, donc soit les composés qu'on analyse dans l'air, qui sont souvent le CO2 ou le méthane, ou toutes les impuretés qu'on va trouver en faisant fondre la neige, on a une multitude d'informations sur différents états de l'atmosphère qui sont reliés à différentes sources de polluants dans l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on peut tracer, par exemple pour l'Illimani, l'histoire des feux de forêt dans l'Amazonie, l'histoire de la pollution qui vient de la ville de La Paz. Alors sur un forage comme celui de l'Illimani, on ne va pas aller analyser les gaz à effet de serre, comme on peut le faire sur des forages en Antarctique ou au Groenland. On va s'intéresser essentiellement aux impuretés. Et également, j'en ai pas parlé, aux isotopes de l'eau. Parce que la molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc c'est H2O. Mais en fait, il peut y avoir certains de ces atomes d'oxygène ou d'hydrogène qui sont ce qu'on appelle des isotopes un peu plus lourds. Et la proportion de ces isotopes lourds dans les neiges est est liée à la température qui fait au moment de la chute de neige. Donc on a des informations sur la température des sites de forage en mesurant les isotopes de l'eau. C'est grâce aux mesures des isotopes dans la neige sur les forages, donc en particulier les forages profonds de l'Antarctique ou du Groenland, qu'on a pu avoir l'information qu'il y avait un très fort lien entre l'évolution de la température dans le passé et les concentrations en gaz à effet de serre, notamment CO2 et méthane, qui sont mesurées dans ces mêmes forages dans les bulles d'air de la glace. Donc nous, on avait 3 personnes qui étaient vraiment dédiées au forage.
Donc les deux foreurs russes qui ont une très très grosse expérience en fourrage et notamment sur ce type de carottier. Et Luc, qui est un jeune foreur de notre équipe, qui avait été formé sur ce carottier au col du Dôme et qui sait très bien s'en servir aussi. Et donc ces 3 personnes étaient dédiées au fourrage proprement dit. Donc il y en a un qui était aux commandes, les autres qui assistaient. Chaque fois qu'on sort le carottier, il faut nettoyer le tube, le graisser. Et une fois qu'eux, ils sortaient la carotte, on la rentrait dans la tente de fourrage où, avec Patrick, on s'occupait de ce qu'on appelle loguer cette carotte. C'est-à-dire lui donner un nom, la mesurer, la peser, savoir à quelle profondeur elle correspond, quel est son haut, quel est son bas, pour que derrière, les gens qui vont la reprendre pour faire l'analyse puissent faire correspondre tel morceau de carotte à une profondeur. Donc il y a tout un travail assez rigoureux à faire pour l'identification des carottes, pour les stocker dans des bonnes conditions. Et ensuite, on l'emballait dans de la gaine en plastique qui était thermosoudée. Et puis, on la mettait dans un tube en carton et on la transportait dans une cave de glace. Donc, une cave, un trou qu'on avait creusé dans la neige pour la protéger du soleil. Donc les carottes qu'on avait sorties, on avait commencé à les envoyer dans la vallée. Donc en 2 temps, les porteurs d'altitude les amenaient au camp intermédiaire à 5005. Et puis les porteurs de Pinaia venaient pendant la nuit pour les descendre de manière à ce qu'elles arrivent à l'aube au camp de base. Et au camp de base, il y avait 2 membres de notre équipe qui sortaient les carottes des tubes, qui vérifiaient leur étiquetage et qui les transféraient dans des boîtes isothermes en polystyrène. Donc, je crois qu'on mettait 8 ou 10 carottes par boîte polystyrène, qui étaient chargées directement dans des 4x4, qui les amenaient à la capitale La Paz, qui était à 3-4 heures de route de là, sur des pistes bien défoncées. Et à La Paz, dans l'Institut de glaciologie, on avait un conteneur frigorifique qui était branché, dans lesquels chaque jour, on ajoutait ces caisses de carottes. Et ensuite, quand nous, on est revenu à La Paz, qu'on a rangé tout le matériel, Patrick a organisé l'envoi de ce conteneur via un cargo jusqu'au Havre et ensuite jusqu'à Grenoble. Quand tout se passe bien sur un fourrage comme ça, on arrive à faire 40-50 mètres par jour. Donc quand tout se passe bien, ça veut dire que le carottier marche bien, qu'il n'y a pas de problème d'électronique, qu'il n'y a pas de problème mécanique, ce qui est assez rare. Hein. Souvent, il faut s'arrêter pendant une demi-heure, 1 heure pour rebricoler les couteaux, les aiguiser, les changer un petit peu le pas de coupe, éventuellement régler un problème sur l'électronique. Mais voilà, donc normalement, en 3 jours, on arrive à faire un fourrage à 140 mètres. Donc on a fait cette première carotte, ensuite on a déplacé un petit peu le carottier de quelques mètres. On a fait la deuxième carotte, donc pareil jusqu'au socle rocheux. Et là, on était déjà bien avancé dans notre calendrier. Et déjà, on avait pris du retard avec la période de mauvais temps quand on était au camp de base. Mais on a encore pris du retard en haut. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu tenir le programme qu'on s'était initialement fixé, qui était de faire 3 carottes jusqu'au socle rocheux. On a réussi à en faire 2, ce qui était déjà assez satisfaisant. Les contrats des porteurs arrivaient aussi à terme pas longtemps après, et il fallait qu'à un moment qu'on redescende. Donc il y a une partie de l'équipe qui a commencé à descendre. Nous, on a fait un dernier forage à 24 mètres pour le collègue brésilien qui avait besoin d'un petit peu de matière pour faire sa thèse. Et puis ensuite, on a démonté le carottier et petit à petit, on a envoyé les charges vers le bas. Ok. Hey Stas, what's happened? On va se Bravo. Luc, qu'est-ce que tu viens de faire là? Là, on a fait une belle carotte de 20 mètres, 24 mètres. Et c'est la dernière de l'Illimani pour un moment. Donc moi j'étais resté là-haut avec Thomas les 2 derniers jours pour gérer en fait l'envoi des différentes charges. Et là ça s'est un petit peu accéléré parce qu'en fait je pense que les porteurs ils avaient aussi envie d'en finir et ils ont aussi passé 1 mois sur la montagne. Et en fait on était couché avec Thomas et à 11h on a entendu des bruits. Donc on s'est levé et c'était un groupe de porteurs qui arrivaient pour prendre des charges. On les attendait pas avant le matin. J'ai dit on leur a donné les charges. On s'est recouché à 4h, il y avait un nouveau des bruits. On s'est relevé, c'était un autre groupe de porteurs qui remontait. On leur a donné des charges et on s'est recouché. Et à 5h, on se fait réveiller une 3e fois. C'était les premiers porteurs qui étaient arrivés à 11h qui remontaient pour chercher encore d'autres charges. Donc on leur a redonné les charges.
Et en fait, comme ça, ils ont évacué énormément de matériel au cours de cette nuit-là. Et ils sont remontés une dernière fois le lendemain pour prendre tout ce qui est resté. Et là, c'était assez sympa parce que on avait sorti toute la bouffe qui nous restait. Il faisait enfin beau, sans vent. Et donc, on avait organisé sur les 2 tables qui nous restaient un buffet. Et on a partagé un moment assez sympa avec les porteurs avant de redescendre une dernière fois. Donc, on est descendu d'abord sur la partie glaciaire, là. On est passé au nid du Condor, où on a retrouvé Nico qui était resté là plusieurs jours pour faire l'intermédiaire en fait, entre les porteurs du haut et les porteurs du bas. On l'a laissé, on a continué à descendre jusqu'en bas. Et il y a un moment qui était assez chouette, c'est le moment où on a rencontré un petit ruisseau. Parce qu'en fait, le ruisseau, il faisait quand même très froid, hein. Le ruisseau, il était gelé, mais l'eau coulait en dessous. Et on a pris notre première douche. Alors moi, ça faisait 15 jours que je ne m'étais pas lavé. Et Thomas un petit peu moins, mais bon, quand même, je pense qu'il devait être un peu comme moi. Et donc, on a cassé chacun notre petit coin de glace et on s'est lavé dans le ruisseau. Et franchement, ça caillait, mais ça faisait vraiment du bien. Et donc, on est arrivé au camp de base, un petit peu plus présentable, même si j'avais quand même ma barbe de 15 jours et mes cheveux qui étaient un peu crades. Et du coup, voilà, là, j'ai super bien dormi au camp de base. Le lendemain, toutes les charges qui restaient au camp intermédiaire ont été évacuées. Et le soir, donc les porteurs ont organisé une petite fête. Et c'était assez marrant. Ils ont creusé un gros trou dans la terre où ils ont mis des pommes de terre avec pas mal d'autres choses. Ils ont recouvert avec plein de cailloux, des petits cailloux genre ardoise. Et en fait, ils ont fait mijoter ça un feu dans la terre comme ça pendant plusieurs heures. Et puis le soir, ils ont ouvert ça et on a mangé, alors je sais plus comment ça s'appelait ce plat, mais c'était vraiment super bon. Et voilà, on a passé un dernier bon moment avec les porteurs. Et le lendemain, donc, on a pris les véhicules et on est rentré sur la Paz. Nada, muchas gracias, señor Patrick. Muchas gracias, señores. Tomás, a todos. No tengo mucha palabra. Gracias, Julián, a ustedes. A usted, a tu hermano. Gracias, joven. Gracias, joven. L'image que je garde, moi, c'est une photo qui est affichée dans le labo et c'est une photo que je tiens d'ailleurs. Elle n'est pas affichée chez moi, mais c'est vraiment cette nuit au sommet de l'Illimani, à la lumière de la pleine lune, avec tous les sommets de la chaîne Cordillère Blanche qu'on voyait parce que la lune était pleine. Le camp éclairé en dessous, Xavier à côté, et puis les lumières de la Paz. Il y a beaucoup d'images qui sont très belles de cette mission, mais celle-là, c'est vraiment quelque chose... pour moi, c'est vraiment celle que je garde. Finalement, c'est quelque chose de très fort de pouvoir travailler sur un milieu qui nous fascine. C'est-à-dire aller étudier des choses, chercher à comprendre comment fonctionne ce milieu, aller chercher des échantillons qui nous permettent, dans le cas des carottes de glace, de mieux comprendre notre atmosphère et les climats du passé. Et en même temps, c'est combiné, c'est un travail qui permet de combiner une approche de la montagne avec son expérience professionnelle. Et au final, je crois que je préfère ça encore, plutôt qu'aller faire une promenade pour moi tout seul, aller passer un jour en montagne et revenir. Je crois que ça m'apporte beaucoup plus d'y aller dans le cadre professionnel, où je passe plus de temps. Souvent, c'est plus difficile que simplement aller faire une balade pour soi, où on monte, on rentre, et on redescend, on est bien préparé. Mais voilà, je trouve que c'est très enrichissant. C'est quelque chose qu'on partage avec des collègues, qui sont en général plus que des collègues, puisque tous les gens avec qui on était à l'Illimani, finalement, c'est des copains. Et c'est un peu ça aussi qu'on recherche dans ce genre d'expédition. Alors c'est sûr que c'est pas facile. Je vais pas dire qu'on en chie parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, si. Ouais. On en chie, hein, pour les premiers jours à l'Illimani ont été vraiment durs. Mais c'est gratifiant parce qu'on est dans un endroit extraordinaire. J'aurais pu aller à l'Illimani pour mon plaisir, mais je serais monté en 2 jours, j'aurais passé 15 minutes au sommet, puis je serais redescendu. C'est pas du tout la même chose que passer 15 jours sur ce sommet
Et on n'a pas du tout le même rapport à la montagne, en fait. Finalement, cette montagne devient un petit peu de chez nous. Et on la regarde vraiment différemment après. Et tout en y étant pour une cause qui est... alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais qui est une cause valable, quoi. Puisqu'on y est pour travailler, pour essayer d'améliorer la connaissance. Donc c'est ça, je pense, qui nous motive à faire ce genre d'expédition, où on retire vraiment des choses très fortes d'un point de vue personnel, mais on fait ça quand même dans un cadre officiel qui légitime ce qu'on y fait. À la suite de cette expédition, la glace récoltée a été rapatriée dans les chambres froides de l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Une première partie sera analysée dans les prochains mois, la seconde sera transférée dans une cave creusée dans la glace au centre de l'Antarctique, où la température sera naturellement maintenue à moins 55 degrés. Ce sanctuaire accueillera et préservera durablement l'ensemble des carottes récoltées dans le cadre du projet Ice Memory, qui seront léguées aux générations futures et uniquement disponibles dans le cas de demandes spécifiques. L'Antarctique est un continent qui n'appartient à personne. Un traité international stipule que seules les activités pacifiques y sont autorisées et que les observations et les résultats scientifiques devront être échangés et rendus disponibles librement. Une philosophie qui entre en résonance avec les valeurs du projet Ice Memory qui œuvre pour la préservation de notre patrimoine universel et pour la coopération scientifique internationale. Cet épisode hors série scelle la fin de la saison 1 de Pulsar, le podcast qui tente de vous apporter les clés pour comprendre le monde qui vous entoure et pour faire face aux enjeux de demain, de manière éclairée. Toute l'équipe de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble vous remercie pour votre écoute et vous dit à très bientôt.